Ok, salut les amis chimistes, les collègues et les étudiants. Dans cette vidéo, correction d'un extrait d'agrégation, sujet de chimie de l'agrégation interne de sciences physiques et chimiques. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un corrigé. Et puis, à vrai dire, c'est expérimental. Ça fait longtemps que certains me demandent ça. Ah, on n'a pas les corrigés d'agrég. Est-ce que tu pourrais en corriger des bouts pour qu'on puisse s'entraîner? Alors voilà, je le teste, mais je vais être très franc avec vous. C'est énormément de boulot. Donc, je vais voir aussi comment ça réagit. C'est-à-dire là, je vais corriger un extrait que je trouve hyper intéressant, qui vient de tomber à la grecque. Je sais que les collègues, vous êtes plusieurs à attendre ça. Mais bien évidemment, si vous voulez que je continue, que je fasse les autres parties du sujet et pourquoi pas plus loin d'autres sujets d'agrégation, parce qu'il n'y a pas forcément les corriger, je vais voir comment ça marche. Donc, si vous voulez encourager la suite de cette série potentielle de vidéos, parce que je vais commencer par une vidéo et puis je vais voir, et commentez, likez, envoyez à d'autres collègues qui eux-mêmes vont commenter. Si je vois qu'il y a de la demande, évidemment, même si ça prend beaucoup de temps, je trouverai le temps de le faire. Cela dit, s'il y a 30 personnes qui regardent, c'est vrai que ce sera un peu limité. Et voilà, il ne faut pas non plus que ça fasse s'effondrer la chaîne. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer d'être relativement concis parce qu'un sujet de grec c'est très long et donc je ne vais pas vous faire des vidéos qui durent 4 heures, 5 heures. Donc on va essayer de tabler sur, déjà pour la première partie, on verra, 40 minutes, 1 heure, ça va être une vidéo assez longue. Donc je vous mets évidemment les timecodes en description pour que vous puissiez vous rendre dans la question souhaitée. Et puis que dire d'autre, c'est inutile, mais vous le savez, de regarder une correction sans avoir déjà cherché le sujet. Donc pour ceux qui viennent de passer le sujet, je pense que vous pouvez regarder la correction. Vous pouvez du coup me mettre un commentaire si vous souhaitez voir la suite. Et l'autre chose qui fera que la vidéo fonctionne, effectivement, c'est ce qu'on appelle le watch time. Donc c'est si vous regardez juste 1 minute et que vous mettez un commentaire, techniquement, ça risque de ne pas fonctionner. Bon, bref, voilà, on verra bien ce que ça dit, si ce nouveau format est bien reçu. Et si c'est le cas, j'en ferai beaucoup d'autres. Et si c'est pas le cas, tant pis, on aura essayé. Alors, on est parti. Donc, c'était un sujet quand même qui était assez intéressant. Même si, bon, moi, comme toujours, à l'agrég interne, je trouve qu'il n'y a pas de chimie organique. Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Cela dit, je sais de sources sûres que sur la chimie organique, il y a une grande partie des candidats qui ne prend pas de points, tout simplement. Et donc, pour les gens qui suivent mon programme, effectivement, les questions sont plutôt simples, hein, vous avez dû voir. Et donc, en général, vous récupérez, certes, il n'y a pas beaucoup de questions, mais comme vous récupérez un bon paquet de points, ça vous fait quand même une belle longueur d'avance. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et voilà. D'ailleurs, si on a que ça intéresse, je mettrai aussi le lien vers mon programme en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez jeter un œil. C'est pas à la base fléché pour les gens qui passent l'agrég, mais il se trouve que comme c'est le même programme, ça colle parfaitement. Voilà, allez, trêve de blablaterie. Hein. On est déjà à 3 minutes d'intro, mais bon, par rapport à la durée de la vidéo, je pense que c'est pas grand-chose. Donc, on est parti, sans plus attendre. On va corriger cette épreuve. Donc, alors je ne relis pas tout le sujet parce que bon, je vous le mets évidemment aussi, vous pouvez le télécharger en description ou aller le chercher sur Internet. Je considère que vous l'avez déjà lu, déjà cherché, hein, sinon on va y passer une plombe. Donc, première question, indiquer la différence entre un pigment et un colorant. Donc, le pigment, il va être insoluble dans le milieu alors que le colorant va être soluble. Donc, forcément, avec le pigment, on va avoir des phénomènes, comme on a des particules en suspension, on va avoir des phénomènes de diffusion de la lumière et pas seulement d'absorption, là où pour un colorant qui est soluble dans le milieu, c'est plutôt de l'absorption. Voilà, je vous mets ça rapidement par écrit. Et puis bien évidemment, c'est toujours bienvenu de citer quelques exemples. Donc en exemple, on peut par exemple citer les oxydes de fer qui sont rouges ou encore le dioxyde de titane, TiO2, qui est blanc et qui seront par exemple des particules insolubles en solution aqueuse. Et puis de l'autre côté, on peut, vous connaissez plein d'indicateurs colorés hein, normalement, donc on n'a qu'à citer, j'en sais rien, moi le bleu de méthylène, si vous voulez, la tartrazine qui est jaune, l'éosine, etc. Bref, il y en a plein. Ok, ici c'était pas forcément demandé de citer des exemples. Allez, on passe à la question 2. Alors celle-ci aussi, ça va être plié rapidement. Donner la plage de longueur d'onde du spectre électromagnétique majoritairement affecté par un pigment ou un colorant, préciser l'origine microscopique. Donc là, il s'agit de dire que c'est la coloration. Et donc, dans le vide ou dans l'air, ça va être coloré si ça absorbe dans le domaine visible entre 400 et 800 nanomètres. Voilà, alors ensuite, il était demandé de préciser l'origine microscopique de cet effet.
Bon, on dirait que c'est microscopique. Tel que je le comprends, pour moi, c'était pareil de l'absorption, donc du fait qu'il y a une transition électronique. Plus éventuellement, si on veut aller plus loin, on peut y avoir des transitions rotationnelles et vibrationnelles. D'accord? Mais donc pour moi, l'origine que l'on doit mentionner, ça va donc être les transitions électroniques. Donc, dans la quasi-totalité des cas, ça va être des transitions entre l'orbital haute occupée et l'orbitale basse vacante. Et donc, quand la différence d'énergie entre les orbitales est telle que la longueur d'onde tombe dans le domaine visible, alors on va avoir quelque chose de coloré. Ensuite, effectivement, il faut aussi un coefficient d'absorptivité, donc le epsilon, qui soit suffisamment grand pour que la coloration soit forte. Vous voyez, par exemple, on a des entités colorées comme le diode, que je ne considérerais pas vraiment comme des colorants parce que il faut des fortes concentrations pour que ça donne une couleur. Et ça, c'est dû au fait que le coefficient d'absorption molaire est trop faible. Alors que pour des indicateurs colorés, comme ceux que j'ai mentionnés ici, l'ordre de grandeur du epsilon, je vais quand même le noter, donc du coefficient d'absorption molaire, l'ordre de grandeur, ça va être 10 puissance 4 litres mol-1, centimètre-1. Versus des cations métalliques en solution aqueuse, comme Fe2+, Fe3+, du cobalt, on sera plus dans l'ordre de quelques unités à quelques dizaines de litres par mol par centimètre. Voilà. Allez, on passe à la question 3. Alors la question 3, c'est simple. Il s'agit tout simplement de représenter une structure de Lewis pour chacun des contre-ions hydroxyde et carbonate. Donc pour l'ion hydroxyde HO-, eh bien on va avoir ceci. Et pour le carbonate CO3 de moins. Voilà. Bon, là, je considère que c'est trivial. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Le seul piège avec la structure de Lewis, c'est qu'il faut vraiment développer tous les atomes, tous les doublets, toutes les charges. Sinon, on ne prend pas les points. Donc là, il n'y avait pas trop de pièges parce que c'est des composés qui sont faciles. Mais par exemple, des fois, on va vous dire « Ah, donnez le schéma de Lewis de l'APTS ». Vous savez, le fameux acide paratoluène sulfonique. Et donc là, le piège souvent, c'est que les candidats vont mettre une structure topologique et donc ça ne rapporte pas de points, puisque Lewis, on veut tous les carbones, les hydrogènes et tous les doublets. On passe à la question 4. Alors, il était demandé d'établir la structure électronique de l'ion Pb2+, en détaillant les règles et méthodes utilisées, et puis ensuite les états d'oxydation privilégiés. Alors, les règles et méthodes utilisées, en fait, il y en a 3. Donc, il y a la règle de Kleczkowski. La règle de Kleczkowski, alors je vais pas je vais le dire oralement, mais la règle de Kleczkowski, l'idée c'est de dire que l'énergie d'une orbitale est fonction croissante de n plus L, et en cas d'égalité pour n plus L, c'est une fonction croissante de n. Voilà, donc il y a un petit graphique classique, bref, je ne rentre pas dans les détails, qui vous permet de retrouver l'ordre de remplissage des orbitales. Évidemment, cet ordre, il n'est pas toujours suivi. Donc Kleczkowski, c'est ça. Et puis évidemment, on remplit les orbitales par ordre énergétique croissant, mais bon, ça c'est toujours le cas. Ensuite, nous avons la règle de Hund. Hop là, pardon. Donc la règle de Hund, c'est la fameuse règle de maximisation du spin. Ça veut dire que si j'ai plusieurs électrons que je peux positionner dans les orbitales dégénérées, eh bien, je vais faire en sorte de maximiser le nombre quantique de spin, et donc de mettre en fait un maximum de spin parallèle. Et enfin, on a le principe d'exclusion de Pauli qui dit que dans un atome, 2 électrons ne peuvent pas avoir le même quadruplet de nombres quantiques, donc le petit n, petit l, petit ml et petit ms. Or, comme une orbitale atomique est décrite par les 3 premiers nombres quantiques n, l et ml, et que ms ne peut prendre que les valeurs plus 1,5, moins 1,5, la conséquence importante du principe d'exclusion de Pauli, c'est que 2 électrons dans une orbitale ont nécessairement des spins opposés, parce que sinon on enfreindrait ce principe. Voilà, je sais que je rédige pas tout, mais sinon la vidéo serait vraiment très longue. Alors évidemment, à l'écrit, vous devez rédiger un peu plus, mais l'idée, c'est de vous donner des éléments de correction. Après, faites-moi aussi des retours. Si vous préférez que je fasse encore plus détaillé, je pourrais faire la prochaine fois encore plus détaillé. Ou alors, si ça vous va bien, cette sorte de compromis, eh bien, vous me le dites aussi, comme ça, moi, je pourrais peut-être améliorer les prochains corrigés si j'en propose. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le plomb. Donc, on va commencer par Pb, donc qui a un numéro atomique qui vaut 82. Donc, si je fais le plomb, eh bien, ça va me donner 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ensuite, il y a les... alors, j'ai écrit par ordre croissant, mais normalement, je remplis d'abord
4s, j'en mets 2. Et ensuite, je mets 10 électrons dans les 3D. Ensuite, on a 4p. Après, alors je le mets quand même 4d, 4f, même s'il y aura 5s. Donc, je vais faire 4p6. Ensuite, on remplit 5s2. Après les 5s, on a 4d10. Ensuite, du coup, je dois avoir 5p6, 4f14. Et là, déjà, je devrais compter où j'en suis. Si j'ai bien compté, il me manque 14 électrons. Donc 14 électrons, normalement, après les 5p, je vais avoir 5d, 10. Alors j'aurais rempli 6s2 avant et il y a 6p2. OK? Et donc là, vous voyez, j'ai la configuration. Donc je le fais un peu vite parce que je l'avais fait avant aussi. Hein. Mais voilà l'idée. Et donc on va pouvoir ensuite faire celle de pb2+. Bon, bah ensuite, pour avoir pb2+, hein, l'idée, c'est simplement qu'on va venir arracher 2 électrons au plomb. Et donc, ça va être les 2 électrons les plus externes, donc les électrons 6p. Donc, voici la configuration. Voilà, donc on se retrouve avec ça pour pb2+. Et puis pour pb4+, bon, je ne vais pas l'écrire en entier, d'accord, mais on va encore arracher 2 électrons, soit les 2 électrons 6s. Donc, au final, ça veut dire qu'on aurait la configuration qui terminerait par 5d10. Préciser pourquoi les stades d'oxydation privilégiés sont plus 2 et plus 4. Bah, simplement parce qu'on a une sous-couche, on a une configuration avec des sous-couches ici qui sont pleines, ce qui est stabilisant. Et ici, même chose, on a des sous-couches pleines. Donc en général, les ions qu'on va avoir correspondent plutôt à des configurations à couche ou à sous-couches électroniquement pleines. Et on passe à la question 5. Bon, question 5, on rentre enfin dans le vif du sujet parce que franchement, tout le début, si on est honnête, c'est que de l'échauffement. Donc là, ça y est, on va pouvoir s'intéresser à déterminer la stoichiométrie. Donc ça veut dire les indices X, Y et Z. Alors regardons un petit peu. L'idée, c'est que si je prends cette structure-là, donc PBX, OH, Y, CO3, Z, et que je la décompose en ces ions constitutifs, donc on nous dit bien que c'est du plomb 2, donc du coup ça veut dire que j'ai du Pb2+, ok. Je vais avoir donc X fois Pb2+, je vais avoir Y fois l'ion H-, et puis je vais avoir Z fois l'ion CO3 de-. Or tout ça, ça doit être électriquement neutre, puisque ici le solide, il est électriquement neutre. Il donne ses ions constitutifs, donc la somme de tous ces ions doit avoir une charge nulle. Si bien que ce que je peux écrire, c'est que chaque ion plomb va donner 2 charges plus, mais ils sont présents X fois, ou plutôt X mol, mais bon, peu importe qu'on raisonne en mol ou en entité. Donc je vais avoir 2X charge plus. Ici, je vais avoir Y charge moins, et 2Z charge... Pardon, 2Z charge moins pour les ions carbonates. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ce qui fait qu'au final, je devrais donc avoir la relation 2X moins Y moins 2Z qui doit être égal à la charge globale, à savoir ici 0. Et maintenant, on va pouvoir passer à la question 6 où on va enfin s'occuper du titrage. Alors, là, ça devient intéressant. Donc, on a une courbe où on va titrer en fait par de l'acide. Donc ici, on vous dit que c'est de l'acide sulfurique qui va être considéré comme un diacide fort, de même concentration C que la concentration de l'hydrocérusite. La question est la suivante. On donne les équations de réaction décrivant les transformations acido-basiques sur chacun des domaines de la courbe et justifier le nombre de sauts. Donc l'idée, c'est de se dire que déjà, comme le solide que vous avez ici est en équilibre avec ses ions constitutifs, en fait, c'est les ions constitutifs qu'on va titrer. Par ailleurs, il était dit qu'il n'y avait pas d'histoire de précipité ou quoi, donc on va ignorer la possibilité d'un précipité que formerait Pb2+. Et donc, on va se focaliser sur les entités qu'on peut titrer ici, à savoir on a H-, donc qui est une monobase forte, avec un pK de 14. Et on a les ions carbonates, qui va être en fait une dibase, faible en l'occurrence, avec 2 pKa. Alors, je ne sais plus où je les ai notés, leur pKa. Je crois qu'on en a un qui a alors pKa1, pKa2. Il faut se mettre d'accord sur comment on les note. Le pKa1, ça va être le 6,4, donc le premier pK du diacide correspondant de H2CO3. Et puis l'autre, il était donné à 10,3. Alors, j'avoue que selon les énoncés,
Des fois, on a 6,4, 6,3 pour le premier. Bref, on s'en fout. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on a une base à doser ici et 2 basicités à doser ici. Donc, on aurait 3 équations de réaction possibles. Et quand on a plusieurs équations de réaction acido-basique, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir des titrages qui vont être successifs ou des titrages qui vont être simultanés. On fera un petit calcul des constantes d'équilibre pour voir ce qui est attendu. Mais déjà, on peut regarder la courbe. On voit qu'il y a un mini saut ici très timide qui est vraiment pas beau. Ensuite, on a un saut qui est plutôt correct. Et puis, le dernier saut est vraiment bien. Donc là, a priori, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire assez facilement qu'ici, on voit une équivalence. Ici, on voit une équivalence. Ici, c'est timide, mais là... Comment dire? Je comprendrais que le candidat il doute sur cette première équivalence. Moi, j'appellerais ça une équivalence moche. Veuillez m'excuser le terme, mais en réalité, c'est un peu ça. Alors, du coup, moi, je vais partir plutôt sur cette hypothèse de dire, voilà, j'ai 3 zones. J'ai une zone 1, une zone 2 et une zone 3. Si j'ai des titrages successifs, ça veut dire que je peux bien associer la zone 1 à une équation de réaction, la zone 2 à une autre équation de réaction, la zone 3 à une équation de réaction. Et parfois, il y a du recouvrement lorsque les réactions sont simultanées. Ça pourrait expliquer que l'équivalence est moche. Mais en réalité, ce qui explique que l'équivalence est moche, ça peut aussi être autre chose. Donc, on va y venir. C'est qu'en fait, le saut de pH est trop faible, tout simplement. Donc, je vous propose d'écrire les équations de réaction. Donc, question 6. La première, a priori, de toute façon, on commence par la base la plus forte, à savoir HO-, qui réagirait donc avec H3O+, qui est donné par l'acide sulfurique, pour donner 2H2O. La constante d'équilibre de cette réaction 1, ici, c'est clairement l'inverse de la constante d'autoprotolyse de l'eau. Donc, ça nous fait 10 puissance 14. Ensuite, la réaction 2, la deuxième basicité la plus forte, c'est la basicité de CO3-, là aussi, qui va réagir avec H3O+, et donc j'aurai HCO3- plus H2O. Et donc là, la constante d'équilibre, K standard 2, et bien si on regarde bien, ça serait 1 sur Ka2, puisque la réaction est la réaction inverse de la dissociation de l'acide HCO3- dans l'eau. Et donc la valeur ici, c'est 10 puissance 10,3 du coup. Et enfin, on a donc la troisième réaction de titrage, qui serait donc HCO3- plus H3O+, qui va donner H2CO3. Donc au passage, H2CO3, c'est l'anhydride carbonique qui est en équilibre avec le CO2. Donc vous allez sûrement observer des petites bulles quand vous faites ce titrage, et c'est normal. Plus de l'eau, et donc on va avoir K standard 3, qui va être égal, ici c'est 1 sur le K1, et donc ça nous fait 10 puissance 6,4. Alors là, c'est intéressant parce que on a 3 réactions de titrage. Donc on pourrait attendre au maximum 3 sauts de pH, ce qui semble se vérifier à part notre premier saut qui est moche. Et la condition, je la rappelle, la condition de successivité des titrages. Deux titrages sont successifs si le rapport des constantes d'équilibre est supérieur à 10 puissance 4. Je ne refais pas la démonstration, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pourrez la trouver sur la chaîne. Mais du coup, et on le dit souvent aux étudiants, quand l'écart de pKa vaut plus que 4, les titrages sont successifs. Et puis sinon, ils peuvent être simultanés. Alors prenons par exemple ici... alors d'ailleurs, cette condition, en vrai, il peut y avoir des contre-exemples, mais elle marche quand même beaucoup. Si je fais K standard 1 sur K standard 2, ici, j'ai 10 puissance 3,7. Donc on voit que on est un peu à la limite en vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait à 10 puissance 4, mais on n'est pas loin. Et si on regarde K standard 2 sur K standard 3, j'ai du 10 puissance 3,9. Donc en fait, là, vous voyez, dans les deux cas, on est à la limite de la successivité. Bon, moi, je dirais quand même que globalement, on va considérer, si on veut que ça soit exploitable, on va considérer que les titrages sont successifs. Mais j'ai un autre argument pour vous, ne vous inquiétez pas. Si les titrages sont successifs, logiquement, mettons que j'ai N0 mol pour faire le titrage 2, et ça veut dire que les N0 mol de carbonate sont convertis en hydrogénocarbonate.
Et donc, il me faudra exactement encore N0 mol pour titrer cette même quantité et le transformer en H2CO3. Et donc là, on voit bien que, si vous voyez, le titrage 2 demande autant de HO- que le titrage 3. Ça, c'est aussi un marqueur de la successivité. Et d'ailleurs, le 1, donc le 1, c'est le titrage des ions HO-. Or, HO-, enfin le solide qu'on a libère un ion hydroxyde pour un ion... non, pardon, alors là c'est X et Y. Donc ça, on trouvera une relation après. Pardon, j'enlève ce que j'ai dit. Non, on va en rester là. Donc du coup, oui, 2 et 3 devraient être successifs vu les valeurs des volumes équivalents. Donc ça, on peut le noter. Donc, vu les valeurs finalement des VE, c'est-à-dire qu'ici on a le VE2 moins VE1, qui est donc le volume de soude qui sert à titrer CO3-, qui est égal à VE3 moins VE2, qui ça représente le volume de soude nécessaire pour titrer HCO3-. Donc on peut en conclure que les 2 et 3 sont successifs. Et en réalité, je vais tous les considérer successifs parce qu'il y a les 3 sauts. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ce n'est pas une question évidente. Autant pour un candidat ou un professeur qui est vraiment à l'aise avec ces notions, on arrive à bien recoller les trucs. Franchement, pour quelqu'un qui est un peu léger en acido-basique, je trouve que la question était vraiment difficile. Allez, nous passons maintenant à la question 7. Bien, alors on nous demande ensuite d'en déduire une relation impliquant les indices Y et Z et certains volumes repérés sur la courbe de dosage, puis une relation directe entre Y et Z. Bon, bah là, il suffit d'écrire les relations et équivalences. Hein. Donc, on va exploiter le titrage. Donc, on va écrire des relations, déjà pour commencer, à la première équivalence. Donc, équivalence de 1. Donc, je rappelle qu'on écrit toujours une relation équivalence entre quantité de matière. Ne me mettez pas des CA, VA et tout. Il y a des points pour la relation de quantité de matière. Donc, si on la saute, on saute les points qui vont avec. Donc, on va bien écrire que la quantité de H3O+, à l'équivalence 1, versée à l'équivalence 1, est égale à la quantité de HO- titrée. Ok. Et ensuite, on traduit. Alors, l'idée, c'est que, attention, les NH3O+, équivalence 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois la quantité de H2SO4 à l'équivalence 1, puisque chaque mol d'acide sulfurique, chaque mol de H2SO4 libère 2 mols de H3O+. Je n'ai pas écrit l'équation, mais je pense que si vous êtes là, c'est que ça doit être trivial. Et puis ensuite, effectivement, la quantité de matière d'acide sulfurique, ça va être sa concentration fois le volume VE1. Donc ici, ça veut dire que ce terme, niveau 2C, est première équivalence. Alors ensuite, pour NHO- titré, là, je propose rapidement qu'on fasse un petit tableau d'avancement juste pour être sûr que tout le monde capte bien ce qui se passe. Alors là, je fais vraiment ça à la va-vite. Hein. Je ne le fais pas proprement, le tableau d'avancement, mais c'est juste pour dire que si la quantité de matière ici, c'est CV0, d'accord, initialement, et que là, donc j'ai 0, 0, 0, que je considère que tout peut être dissocié, ici, j'aurai X, CV0. C'est juste ça que je veux montrer. Hein. C'est pour ça, désolé, j'ai pas mis état initial, état final, je m'en fiche un peu. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait, par exemple, au brouillon. Mais c'est juste pour que vous ayez bien conscience que, du coup, la quantité de... C'était juste pour montrer ça, de HO- titré, eh bien, en fait, elle est ici. Hein, c'est Y, C, V0. Et donc, une fois que vous avez ça, ça veut dire que votre relation à la première équivalence, eh bien, elle s'écrit 2 CVE1 qui va être égal à YCV0. Et donc, bien évidemment, je peux simplifier en divisant par C. Et donc, on va avoir la relation de VE1 qui est égale à YV0. Ensuite, on va passer à la deuxième équivalence. Donc, équivalence de 2. Donc, cette fois-ci, ça va être la quantité de H3O+. Alors, attention, pas versée à la deuxième équivalence, mais entre la première et la deuxième équivalence. D'accord? Parce que le volume VE1, il a déjà réagi pour titrer les ions HO-.
Donc là, ce qui va réagir pour titrer les ions CO3-, eh bien, c'est ce que j'ai entre VE1 et VE2. Et donc, si je traduis cette équation, donc là, je fais un petit peu comme tout à l'heure, je vais avoir C facteur de VE2 moins VE1. Donc, le delta volume équivalent, la différence des volumes équivalents. Et puis, pour NCO3-, ici, bah, j'ai le tableau d'avancement, vous voyez juste au-dessus. Hein. On voit qu'ici, bah, le NCO3-, en fait, qui sera libéré par la dissociation, c'est ZCV0. Donc là, c'est voilà, j'ai ZCV0, et puis tout comme tout à l'heure, hein, je peux simplifier par C, et donc je vais avoir VE2 moins VE1 qui va être égal à ZV0. Et puis après, l'énoncé nous dit d'en déduire une relation directe entre Z et Y, et donc là, bah, en fait, graphiquement, qu'est-ce qu'on voit si vous avez bien regardé? Il y a une relation entre VE1 et VE2, c'est direct, hein, c'est VE1, c'est plutôt VE2 qui est égal à 2VE1. Et donc ce qui fait que la relation 2 en fait devient VE1 égale ZV0. Oh mais attendez, d'ailleurs je vois une erreur, personne ne m'a rien dit là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il manque un 2, regardez ici. Quand j'ai mis le NH3+, n'oubliez pas qu'il faut passer par l'acide sulfurique qui libère 2H+. Donc ici, il me manque, comme tout à l'heure, le facteur 2. Et donc ici aussi, j'ai un facteur 2. Ah bah vous voyez, hein, on n'est jamais à l'abri de faire une bêtise. Donc je me corrige. Je viens de me dire, tiens, c'est bizarre, il me semblait bien qu'il y avait une petite entourloupe. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai 2VE1 ici, ouais, qui est égal à ZV0. Et donc, bah, c'est également aussi 2VE1, c'est aussi égal à YV0. Donc, j'arrive enfin à la relation attendue qui est Y égale Z, tout simplement. Ça veut dire que déjà, avec ça, on a déterminé, grâce au volume équivalent, que dans le solide, bah, il y avait la même stoichiométrie pour les ions hydroxydes et pour les ions carbonates. Allez, sur ce, on continue, on passe à la question 8. Voilà, alors avec ce qu'on a fait, on peut en déduire une formule complète, compatible avec les résultats précédents. Donc je pense que là, ça vaut le coup de rappeler la relation à la question. Donc là, c'est question 8. Donc petit rappel de Q5. On avait montré à Q5 qu'on avait 2x moins y moins 2z égale 0. Ici, on vient de dire qu'on a y égale z. Donc de là, bah, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que j'ai 2x moins, comment il le dit l'énoncé, x, y, ouais, on peut dire 2x moins 3y, qui serait égal à 0. Ok, et donc on veut des plus petites valeurs des entiers, ici. Donc on va simplement noter que bah, x, c'est 3 demi de y. Et puis ensuite, on peut fixer par exemple... Alors si je prends y égale 1, bah, j'aurai x égale 3 demi. Or, on veut des entiers, donc on va plutôt prendre y égale 2. Dans ce cas, j'aurai x égale 3. Donc les valeurs retenues, on va prendre effectivement x égale 3, y égale 2, et donc z égale y, donc z égale 2 également. Voilà une formule satisfaisante avec 3 nombres entiers qui vérifient bien les plus petites valeurs acceptables pour x, y et z. On en conclut bien sûr que la formule recherchée, donc ce serait Pb3, HO2, CO3, 2. Voilà, passons maintenant à la question 9. D'ailleurs, je vais traiter les questions 9 et 10 simultanément. Voilà, donc ici, on vous parle du titrage conductimétrique, là, qui va être intéressant, on va l'analyser après. Question 9, c'est représenter schématiquement le montage pour effectuer le dosage. Donc là, ce qu'on attend, c'est plus, voilà, on met le bécher, la burette, les solutions, etc. Et puis, il y a aussi, bah, du coup, la cellule qui permet de relever la conductivité, pardon. Et on vous demande de la détailler un petit peu. Donc ça, c'est plus faire référence un petit peu au fonctionnement interne. Alors là, c'est difficile de savoir quel est le niveau de détail attendu. D'accord? Mais moi, voilà la réponse que je proposerais pour ce titrage conductimétrique. Donc je vais mettre Q9 et 10. Évidemment, on pourrait les dissocier. Hein. Donc ça, c'est un petit peu vous qui voyez. Donc déjà, bah, je vais commencer par le bécher qui sera donc le lieu de la réaction de titrage, qui a un agitateur, donc un barreau aimanté avec un agitateur magnétique qui se trouve en dessous. On va avoir, bien entendu, hop, une
burette. Hop, alors désolé pour mes talents de dessinateur. Donc là, il faut légender un petit peu, puisque dans le bécher, on va avoir la solution titrée. Donc ici, la solution titrée qui contient notre composé, PBX, HOY, CO3Z, parce que là, on fait une autre méthode pour déterminer X, Y, Z, à la concentration C. Dans la burette, on a la solution titrante. À savoir ici, il s'agit d'iodure de potassium, donc 2 Ki, à la concentration 4C, donc 4 fois plus concentré. Donc l'idée ici, c'est que les ions iodures vont réagir avec les ions Pb2+, ça va précipiter faire le magnifique PbI2. Et puis ensuite, il nous faut le conductimètre. Donc le conductimètre, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est 2 plaques de platine, qui vont être, en fait, quand on dit cellules conductimétriques, ils n'aiment pas trop les jurys, il faut bien leur parler de ce qu'il y a dedans. Donc les 2 plaques de platine platinées. Hop. Et puis tout ça, le conductimètre, je vais mettre une boîte comme ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un GBF, d'accord, un générateur basse fréquence. Et puis, on a évidemment, au niveau de la mesure, hop, c'est un peu à l'arrache mon truc. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'on a? En fait, un conductimètre, donc représenté par tout ça, c'est comme un ohmmètre. Donc en fait, puisque la conductivité de la solution, c'est l'inverse de sa résistance. J'ai un générateur qui va donc faire passer un courant. Ce courant, il est pris par l'ampèremètre. En même temps, j'ai une tension ici, U égale RI. Donc en fait, une fois que l'ampèremètre donne l'intensité, le voltmètre donne la tension, eh bien, la conversion se fait et on a une résistance. Or, une résistance, c'est l'inverse d'une conductance. Ça, je vais quand même le noter. Donc la conductance G, c'est l'inverse de la résistance. Et après, le passage entre la conductance G et la conductivité se fait via la constante de cellule. Donc ici, conductance qui est en Siemens. Et donc cette conductance, elle est proportionnelle à la conductivité et sa constante de proportionnalité, c'est la constante de cellule. Donc là, j'ai la conductivité qui, elle, serait en Siemens par mètre. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails que ça, mais en gros, du coup, le conductimètre, vous voyez, c'est tout cet appareil-là. Et donc l'idée, c'est de bien dire que c'est un GBF qui va faire donc passer un courant, et via les mesures de ce courant et de la tension en interne, on va avoir une résistance et donc une conductance. Et donc, si le conductimètre est étalonné, c'est-à-dire qu'on a bien déterminé la constante des cellules, on a aussi la valeur de la conductivité. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez sans doute des fiches techniques si vous souhaitez détailler plus ce point, mais pour ce qui nous concerne, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, nous allons passer à la question 11. Alors voilà, la question 11, je la trouve hyper intéressante. Elle peut être pliée assez vite, mais en vrai, je vais aller un peu plus loin, je vais la mettre en équation proprement. On vous demande sur la base de la partie de la courbe située entre 0 et 3V1. Donc là, normalement, vous avez la courbe sous les yeux. Si vous êtes un peu investi, je pense que si vous êtes arrivé là, vous avez le sujet de votre côté. On voit que la conductivité n'évolue pas. Et donc ça, on peut se dire qu'en fait, quand on fait la réaction, ça veut dire que l'ajout des K+, va être compensé par la consommation des Pb2+. Et donc on peut aller assez vite au résultat. Cela dit, moi je pense que là, il ne faut pas passer à côté d'une mise en équation un peu plus précise. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse proprement les choses, le tableau d'avancement, la conductivité, parce que ça, c'est vraiment des compétences qui peuvent vous servir, qui malheureusement, souvent, ne sont pas bien faites par beaucoup de candidats. Donc, on va faire un joli tableau d'avancement. Donc, c'est parti, la réaction de titrage, c'est Pb2 plus AQ plus 2I- AQ, qui va donner du PBI2 solide. Alors, mon tableau d'avancement, moi, il y a quelques spécificités. Je mets d'abord en haut les quantités introduites. Quantité introduite en fonction du volume si nécessaire, mais ça veut dire sans réaction chimique. Donc, dans ma première ligne, parce que là, comme c'est un titrage, je ne fais pas mon tableau d'avancement comme pour une réaction où je veux état initial, état final. Là, je veux savoir exprimer les quantités en fonction de V. Je vais mettre des quantités
de matière, donc des mols. Et ensuite, je vais mettre les quantités restantes avant équivalence. Donc ça veut dire pour V qui est inférieur au volume équivalent. Et ensuite, je vais mettre des quantités restantes après équivalence. Ça veut dire pour V supérieur à VX. Donc voilà moi déjà comment je fais mon tableau d'avancement pour un titrage. Quand je fais un tableau d'avancement, parce que j'avoue que j'en fais pas souvent, mais pour ce type de problème, je trouve que c'est important. Ensuite, je vais ajouter des colonnes à droite. Donc vous voyez, j'ai ajouté 2 colonnes. Une où en fait je vais mettre K plus AQ, parce qu'après tout, OK, il ne réagit pas, mais il participe à la conductivité. Donc je vais avoir un œil sur lui. Et puis ici, je vais identifier le réactif limitant et écrire xi, l'avancement. Ça, c'est plus pour m'aider. Normalement, vous pouvez le faire de tête, mais j'aime bien l'écrire. Je sais que ça aide pas mal les étudiants, souvent. Et donc, on y va, on va compléter le tableau. Bon, les quantités introduites, encore une fois, sans réaction chimique, pour PB2+, donc c'est le titré. Donc là, il y a X, CV0, puisque chaque fois, j'ai X mol de PB2+, qui sont libérés. Pour les ions I-, c'est la concentration fois le volume, mais leur concentration en ions I-, c'est 4C. N'oubliez pas. Donc ici, c'est 4CV. Ne faites pas l'erreur de débutant de faire intervenir les coefficients stoichiométriques dans les quantités introduites. Le coefficient stoichiométrique n'intervient que dans la quantité consommée. En fait, il est lié au nombre de fois qu'on va faire intervenir l'avancement. Ensuite, PBI2, on n'en met pas. Et puis les K+, c'est vous en mettez autant que de I-, donc là aussi c'est 4CV. Et puis, là, réactif limitant, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas de réaction. Et ensuite, on est parti pour avant l'équivalence. Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer par compléter ici. En fait, en voyant, d'abord le réactif limitant, avant l'équivalence, c'est le titrant. Donc je dois avoir environ 0. Et du coup, vous voyez, si I- est limitant, ça veut dire que 4CV, donc sa quantité initiale, moins de xi, vaut 0. Et donc, j'ai xi qui vaut 2CV. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à compléter en remplaçant xi, là où je l'aurais mis partout, par 2CV. Donc par exemple, ici, j'aurais x CV0 moins 2CV. Ici, je vais avoir 2CV. Ici, j'ai toujours 4CV parce que K+ ne réagit pas. Et d'ailleurs, je peux le mettre ici, j'ai 4CV. Voilà, tout simplement. Ensuite, après l'équivalence, le limitant, c'est PB2+. Ce qui fait que j'aurai x CV0 moins xi égale 0. Donc j'ai xi qui vaut x CV0. Voilà, donc ici, comme je l'ai dit, il n'y aurait plus rien. Ici, j'aurai donc 4CV moins 2x CV0. Je pourrais factoriser ça, ici, peu importe. Et puis pour PBI2, du coup, j'aurai x CV0. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'équivalence, l'avancement, en fait, c'est une constante. D'accord ? Et c'est normal puisque la réaction chimique est terminée. Donc, il n'est plus censé se passer grand-chose. Bien, une fois qu'on a ça, on va pouvoir écrire la conductivité. Donc, la conductivité, déjà, on va se rappeler que finalement, c'est la somme pour tous les ions des lambda I standard CI. Donc, je mets les ions. Je fais la somme sur les ions. Alors, dans notre cas ici, il y a surtout 3 ions qui nous intéressent. Ce sont les ions Pb2+, I- et K+. Évidemment, il y a d'autres ions, les H3+, les HO-, mais je vais mettre un terme que je vais appeler sigma 0. Donc ici, je vais dire que la conductivité, c'est un terme sigma 0 dans lequel, en fait, je mets les autres ions présents dans la solution dont la quantité ne varie pas. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir la concentration en Pb2+, fois lambda PB2+, alors il le note lambda standard ici, pourquoi pas, plus I- lambda standard I-, plus K+, lambda standard K+. Ça, ce serait la réactivité générale. Alors ici, le truc, c'est que comme on se place, l'énoncé nous dit l'explicitant de se mettre avant l'équivalence, on va considérer ici ce terme-là, concentration I- vaut environ 0. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, pour les PB2+, normalement, la vraie expression, ce serait, avant l'équivalence, ce serait x CV0 moins 2CV sur le volume total, qui vaut V0 plus V. Sauf qu'ici,
Donc si vous voyez bien que la conductivité sur la courbe est toujours linéaire, ça suit des portions de droite. Et ça, c'est caractéristique d'un effet de dilution qui est négligeable. Donc on est censé reconnaître qu'ici, le volume ajouté va être tout petit devant V0, ce qui fait que, donc je le note ici, là l'approximation, c'est de dire que V0 est très grand devant V. On a un effet de dilution négligeable, ça c'est ce qui fait que donc, les portions de droite sont linéaires. Et donc une fois qu'on a dit ça, finalement je vais avoir XC moins 2CV sur V0. Et bien sûr, je peux factoriser ça par C pour avoir C facteur de X moins 2V sur V0. Et voilà. Et puis ensuite, je peux expliciter K+, de la même manière. Donc la concentration... Alors je prends une autre couleur peut-être parce que sinon on va s'y perdre les amis. Donc je vais le mettre en vert. Et donc K+, si je fais la même chose, ici ce serait donc 4CV sur V0 plus V, mais qui va être environ égal, en négligeant l'addition, à 4C facteur de V sur V0. Et vous voyez, une fois qu'on a tout ça, je vais simplement pouvoir réécrire la conductivité. Tac, donc je vais le faire un tout petit peu plus bas ici. Donc je vais garder le terme sigma 0 qui est le sigma, on s'en fiche. Et puis ensuite, si je réécris, donc qu'est-ce qu'on a dit? On avait C facteur de X moins 2V sur V0 fois conductivité molaire ionique de Pb2+, plus 4C V sur V0, conductivité molaire ionique de K+. Et donc là, on va pouvoir arranger ça, puisque nous, l'idée, c'est on sait que la conductivité est constante. Or, ce qui pourrait la faire varier, c'est la variable V, donc on va factoriser tout ce qui va avec V. Donc si je réécris ça bien, déjà j'ai un terme constant qui va être plus Cx lambda standard Pb2+, plus, ensuite c'est là que je vais pouvoir... on va factoriser par C fois V, les amis, je pense. Donc C fois V, je vais avoir même CV sur V0 en vrai. Je vais avoir 4 lambda standard K+, moins, si j'ai pas fait de bêtises, 2 lambda standard Pb2+. Vous voyez, donc j'ai bien écrit l'expression de la conductivité. Ici, on a sigma indépendant de V sur la première portion. Donc, c'est-à-dire sur V inférieur à V équivalent. Et donc dire que sigma ne dépend pas de V, ça veut dire que ce qui est facteur de V est nul. Donc j'ai 4 lambda standard K+, hop, moins 2 lambda standard Pb2+, qui est égal à 0. Et donc, ça y est, on y est. On a lambda standard K+, qui est égal à lambda standard Pb2+, divisé par 2. Voilà, alors ensuite on nous demande de... Bon, on peut faire des commentaires, oui, déjà c'est cohérent, puisque la conductivité molaire ionique, quelque part, elle augmente avec la charge de l'ion considérée, puisque il va déplacer plus de charge, donc c'est lié à la capacité à déplacer de la charge. Donc c'est normal qu'un monocation soit égal, enfin, que la conductivité molaire ionique d'un monocation soit à peu près la moitié de la conductivité molaire ionique d'un dication. Donc déjà ça c'est cohérent. Et puis ensuite, on peut bien évidemment faire l'application numérique. Hop, je remonte un peu ici. Et donc, si je fais l'application numérique, j'ai la conductivité molaire ionique de l'ion K+, qui vaut 7,1 millisiemens mètre carré par mol. Et ça, on voit qu'on a le même ordre de grandeur que I-. On peut faire un autre commentaire pertinent. Ordre de grandeur que I-, qui est également un monoion, un ion monochargé. Donc c'est cohérent. Eh bien, nous allons pouvoir passer à la question 12. Bon, on demande de commenter l'allure générale de la courbe en décrivant l'évolution. Moi, clairement, j'aurais mis cette question en 11 et celle qu'on vient de faire en 12, mais bon, peu importe. L'idée, comme je l'ai dit, donc le sigma, en fait,
savez, on peut dire que c'est les NI pour les ions sur le volume fois les lambda I. Et donc ce volume, en fait, c'est V0 plus V. Et du coup, normalement, une conductivité, elle n'est pas linéaire, la forme exacte. Donc, d'ailleurs, on peut tracer parfois ce qu'on appelle la conductivité corrigée. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été intéressant. Mais ici, le fait d'avoir des portions linéaires, je l'ai déjà dit avant, mais je le redis, puisqu'on peut montrer via le tableau d'avancement, et on l'a fait, que ces NI, en fait, ils sont de manière générale, ce sont des AI plus BI fois volume. C'est des fonctions affines du volume. Donc pour que les portions soient linéaires, il faut qu'il n'y ait pas le volume au dénominateur. Donc ça équivaut à avoir V0 très grand devant le volume versé. Et donc ça veut dire qu'on a un effet de dilution qui est négligeable. Ça, c'est le premier commentaire. Ensuite, cela étant dit, eh bien, les autres commentaires qu'on peut faire, c'est qu'avant l'équivalence, je vais le faire à l'oral, la conductivité, elle est constante parce que la disparition des PBE2+, elle est compensée par l'ajout des K+. Ça, on vient de le mettre en équation. Et ensuite, après l'équivalence, la conductivité augmente parce qu'on ajoute des ions, il n'y a plus de réaction chimique. Donc, voilà, le conductimètre, lui, il ne voit qu'une augmentation des concentrations en ions, et donc on a une augmentation de la conductivité. Allez, on passe à la question 13. Ok, donc là on nous demande d'établir l'expression de x en fonction du ou des volumes repérés sur la courbe de dosage et en déduire une relation entre x et z à partir des données du dosage précédent. Donc là on va mixer les deux dosages. Très bien, déjà on va écrire la relation à l'équivalence pour le titrage conductimétrique. Donc la relation à l'équivalence, je le redis, on l'écrit entre quantité de matière. Donc si c'est NPB2+, titré, qui va être égal à N I- versé à l'équivalence divisé par 2 pour respecter la stoichiométrie de la réaction. Et donc ensuite, faut utiliser le tableau d'avancement. Donc PB2+, c'est X, C, V0. On avait déjà fait le tableau d'avancement. Pour les I-, du coup, ce qui a été versé, c'est 4C fois le volume équivalent. Et donc c'est ça qu'on divise par 2. Donc VE qui est divisé par 2. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, j'ai X qui est égal, C se simplifie, donc j'ai 2 fois le volume équivalent sur V0. Or ici, le volume équivalent, on regarde sur le graphique, il vaut 3V0, ce qui fait que X va être égal à... non, 3V1, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est en fonction de V1 qui sont exprimés. Et on voit que ce V1, il était déjà... Enfin, c'est le même que sur le premier dosage. Hein. Donc l'astuce vient d'ici, l'énoncé le dit. Donc ici, on va avoir 6 V1 sur V0 pour X. Bon, déjà une relation. Et puis ensuite, on va reprendre la courbe de la figure 1. Donc je vais prendre par exemple le troisième titrage. Donc à l'équivalence pour 3 sur la figure 1. Donc je rappelle parce que ça fait longtemps déjà. On va avoir que l'acide versé, donc là ça serait entre l'équivalence 2 et l'équivalence 3, par exemple, ça serait égal à, c'était les HCO3 moins du coup qu'on titre. Titré. Ok, et parce que là on me demande une relation avec Z, et Z c'était pour les carbonates, donc je peux prendre ce titrage. Du coup, on n'oublie pas que les H3O+, c'était 2C parce que c'est 2 fois plus que l'acide sulfurique, fois la différence entre les volumes équivalents qui vaut VE3 moins VE2, et puis la quantité d'hydrogénocarbonate, ici c'était, si vous reprenez le tableau d'avancement, ZCV0. Vous voyez que le sujet il demande de jongler avec ce qu'on a fait avant, donc il faut être bien réveillé quand même. Et puis ensuite, si on regarde sur la figure 1, on voit que cette différence de volume-là, c'est égal à 2 V1. Ok. Et donc, si je finis pour avoir, in fine, ce qui m'intéresse, c'est Z. Donc je divise, tac, je vais avoir 4, si je dis pas de bêtises, 4 V1 sur V0. Donc là, ça y est, j'ai une équation qui relie Z à V1 et V0. Et donc, je retrouve, vous voyez, d'après ces deux équations-là, celle qui donne X et celle qui donne Z, j'ai que X va être égal à 3/2 de Z.
X égale 3 demi de Z. Donc voilà qui est en accord avec la partie précédente. Et puis on peut passer à la question 14, mais qui est bon, en fait, qui ne sert pas à grand chose. Bon, la question 14, je ne sais pas trop quoi vous dire. En vrai, inutile, on a les mêmes équations, donc on arrive au même résultat. Effectivement, on voit bien que donc pour Y égale Z égale 2, on a X égale 3. Bon, là, c'est juste une question de vérification. Alors, bon, j'imagine qu'on doit prendre un petit point de plus avec ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc là, vous me faites ça en une ligne, s'il vous plaît. N'y passez pas trop de temps, parce que j'en connais, ils vont se poser des questions existentielles. Mieux vaut passer à la question 15. Allez. Bon, voilà, on nous dit qu'on aurait pu également envisager un dosage des ions Pb2+, en utilisant ses propriétés oxydantes. Justifier pourquoi il est difficile. Donc le couple à considérer, si on veut utiliser les propriétés oxydantes, ça veut dire qu'il faudrait réduire il faudrait donc réduire Pb2+ en Pb. Et je vous propose qu'on fasse, pour bien voir, un diagramme de prédominance. Donc sur ce diagramme, je vais mettre les valeurs des potentiels standards en considérant qu'elles seront proches des valeurs des potentiels redox. Donc si j'utilise ces propriétés oxydantes, ça veut dire que le couple à considérer va être le couple Pb2+ Pb, d'accord? Et donc je vous laisse regarder le potentiel standard de ce couple. On voit dans les données qu'il est à moins 0,13 volts. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je pense que la question, là, on rentrait dans une question un peu ouverte, on le voit derrière. C'est que déjà, le potentiel est assez bas, et donc si je veux réduire Pb2+, il me faudra un réducteur de potentiel encore plus bas. Et si vous regardez dans les données, bah, vous n'avez que des couples avec un cation métallique et un métal. Et donc, ça veut dire qu'il faudra faire réagir Pb2+ avec un métal solide. Et déjà, rien que ça, les amis, ça va être compliqué à mettre en place. Qui donnerait... voilà, donc déjà, il y a le fait de doser par un métal. L'autre barrière qu'on peut voir, c'est qu'on a le couple... mais ça, bon, c'est pas forcément trop grave. H2O, H2, son potentiel standard, il est à 0, d'accord, mais 0, moins 0,06 pH. Donc, si on est en milieu acide, on peut se dire, ah bah mince, on a un problème parce que tout réducteur qui pourrait réduire Pb2+, bah, peut réduire l'eau. Donc, ça ne nous arrange pas du tout et réduit même l'eau de manière plus favorable. Et donc, il faudrait déplacer cette frontière vers la gauche, donc par exemple en augmentant le pH. Mais si j'augmente le pH, je peux aussi avoir des problèmes de précipitation des Pb2+ avec les ions hydroxydes. Ah, vous voyez que c'est pas bon, hein. C'est un peu le bazar cette histoire, on a trop de problèmes. Et d'ailleurs, bon, là, on en vient maintenant, on va finir en allant sur la question 16. Bon, alors la question 16, regardez, bon, il y a un problème en fait dedans. Proposer le principe d'un dosage indirect d'une solution d'ion Pb2+, faisant intervenir l'aluminium solide, et une solution de dichromate de potassium. Les équations de réaction décrivant les différentes étapes seront explicitées avec le cas échéant les constantes d'équilibre et demi-équations. Je ne vais peut-être pas faire en entier, mais je vais vous montrer où sont les problèmes. Bah déjà, la première chose à faire, donc je précise que sur cette question, j'ai interagi un peu avec un membre du jury, parce que pour moi, il y avait un problème. Il m'a confirmé qu'il y avait un problème. Toute réponse intelligente, on va dire comme ça, proposée par les candidats sera valorisée. Donc en gros, tout ce qui est à valoriser sera valorisé, même s'il y avait un petit souci. Donc le couple pour l'aluminium, c'est Al3 plus Al, et puis on a du dichromate. D'accord? Donc l'idée, c'est voilà, je place déjà les couples. Ok, je peux entourer les espèces présentes. Donc ce que je veux doser, c'est Pb2+, j'ai de l'aluminium et j'ai des ions dichromate. Donc la logique voudrait que je me dise, ah bah ok, les Pb2+, ils ont un domaine disjoint avec l'aluminium, donc je peux faire une réaction thermodynamiquement favorable entre l'aluminium et Pb2+. Vu l'écart des potentiels, je peux m'attendre, parce qu'il a à moins 1,66 l'aluminium, à une réaction quantitative, et ensuite titrer, par exemple, le reste d'aluminium par des dichromates. Mais on va avoir un problème, parce qu'en fait, le Pb2+ donne du plomb. Donc le plomb qui est solide, qui va se déposer sur l'aluminium, je ne pourrais pas le séparer de l'aluminium. Et donc là, j'avoue, on s'est pris la tête avec 2-3 collègues. Alors si quelqu'un a trouvé une réponse satisfaisante, je la veux bien. Mais pour moi, il n'y en a pas. Et ça a été confirmé également par un membre du jury. Donc l'idée étant quand même de proposer quelque chose de cohérent. Mais ce qu'on voit, c'est que parmi les espèces proposées, Pb2+ ne peut réagir qu'avec l'aluminium. Donc déjà, il faut proposer cette réaction.
Ensuite, on peut envisager de traiter, Pb2+ par un excès d'aluminium et de titrer ensuite par édichromate. Mais encore une fois, là, on a le problème, donc le problème de la séparation aluminium solide, plomb solide. Ok. Voilà, bon, moi je m'étais amusé à écrire les équations de réaction. On peut bien évidemment montrer au jury qu'on sait calculer les constantes, d'accord? Donc si on voulait quand même écrire les équations de réaction, bon, vous voyez, on aurait une première équation avec 2Al solide plus 3Pb2+ aqueux qui donnerait 2Al3+ aqueux plus 3Pb solide. Et ensuite, on pourra imaginer qu'on va titrer. Donc là, il faut bien équilibrer l'équation. Je le fais vite parce que la vidéo, elle est déjà un petit peu longue. 3Pb solide plus l'édichromate ici, qui viendrait nous... plus 14H+, pardon, pas oublier les H+, qui sont aqueux également, qui donnerait 3Pb2+ aqueux plus... du coup, là, ça serait 2Cr3+, et puis, il y a bien sûr 7H2O liquide. Voilà, et puis en fait, le problème, c'est que là, j'ai mis une équation avec le plomb. L'aluminium subirait le même sort. Oui, d'ailleurs, j'ai mis Pb, mais on pourrait mettre avec l'aluminium. Allez, je vais écrire toutes les équations possibles. Donc, 2Al solide plus le dichromate, plus, ici, c'est 14H+ aussi, hop, qui va donner, du coup, les 2Al3+, hop, plus 2Cr3+, plus 7H2O liquide. Et bien sûr, ensuite, vous calculez les constantes. Donc les constantes, c'est assez facile. Bon, je le fais que pour une seule, mais si par exemple, je fais K1 standard à 298 Kelvin, eh bien, on calcule avec 10 puissance. Donc le nombre d'électrons échangés ici pour la réaction 1, ce serait 6. Donc 6 sur 0,06 fois la différence de potentiel standard. Donc ici, c'est E standard Pb2+ Pb moins E standard Al3+ Al. Voilà, vous faites l'application numérique. Je l'ai fait sans calculatrice, mais bon, ici, c'était pas important. J'ai 10 puissance 153. Pour la deuxième, j'ai 10 puissance 146. Pour la troisième, j'ai 10 puissance 299. Mais bon, dans la pratique, cette affaire ne fonctionne pas de toute façon. Voilà les amis, on a bien bossé quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu de voir tout ça. Voilà pour cette première partie. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, parce que je dois aller chercher ma fille à l'école et que je trouve de faire déjà une première partie, c'est bien. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Et en fonction de ça, je verrai si j'enregistre la suite. Après tout, pourquoi pas. En vrai, je me suis plutôt bien amusé à le faire. Simplement, voilà, c'est encore une fois, vous comprenez que j'ai plusieurs chaînes YouTube. Si je fais des vidéos qui font 100 vues, voilà, ce sera un peu dommage. Mais j'espère que cette petite vidéo trouveront un public intéressé. Et dans ce cas, promis, j'enregistre la suite semaine prochaine. Voilà, allez, prenez bien soin de vous, les chimistes, travaillez bien. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. De toute façon, il y a plein de beaux projets qui arrivent. Allez, salut!